Monsieur le ministre, professeur Pape Ndiaye, Monsieur l'administrateur du Collège de France, professeur Thomas Romer, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est un honneur d'être ici parmi vous à l'ouverture de ce cycle de réflexion sur les problèmes d'éducation en France et sur les moyens d'y faire face. Je commence pour vous remercier pour cette invitation et par vous demander pardon pour mon pauvre français. La création de ce conseil scientifique par le ministre Blanquer a été une idée merveilleuse. Ce sera fantastique que d'autres pays suivent cet exemple. Il faut utiliser la science. On parle souvent des données probantes en éducation, on parle de l'éducation fondée sur les preuves, et on doit inclure beaucoup de choses. On doit inclure l'expérience des professeurs, l'analyse de cette expérience, la rationalité, mais aujourd'hui, la science peut jouer un rôle très, très important. On assiste, en effet, à une véritable révolution des sciences qui permettent d'éclairer et de faire avancer l'éducation. Je soulignerai 3 domaines où cette révolution scientifique se fait sentir. Premièrement, les enquêtes internationales de grande échelle. Deuxièmement, les méthodes d'évaluation contrefactuelles. Et troisièmement, les sciences cognitives. Commençons par les enquêtes internationales. Avec les Teams, organisés par l'IEA et dédiés aux élèves de 4e en mathématiques et sciences, les enquêtes sont devenues régulières et vraiment internationales. En 2000, les enquêtes PISA, organisées par l'OCDE et consacrées aux élèves de 15 ans, sont venues compléter les Teams et leur donner une autre dimension. La quantité de données recueillies est considérable. Elle a permis de mener des études auparavant inconcevables et de fournir des éléments de comparaison entre pays, ce qui a réservé beaucoup de surprises. Il est aujourd'hui clair qu'il y a des cas de succès, comme Singapour, la Corée du Sud et l'Estonie, et des situations, surtout en Afrique, de terrible pauvreté éducative, comme la Banque mondiale le classifie. C'est épouvantable de voir qu'au monde, 66% des élèves sont classifiés avec ces enquêtes comme en dessous des performances minimum professional levels. Et en Afrique, ça c'est incroyable. Dans la région de l'Arabique et du Méditerranée, c'est aussi très effrayant, même pour l'Amérique latine. Mais même en Europe et aux États-Unis, les choses ne marchent pas très bien. On pouvait penser que l'Europe et les États-Unis sont très développés, mais on a vérifié des sérieux problèmes dans beaucoup des systèmes éducatifs. Mais le plus important, ou peut-être plus important, c'est que ces enquêtes ont ouvert la voie à de nouvelles études. On sait aujourd'hui, par exemple, que certains pays observent des résultats semblables alors que leurs dépenses en matière d'éducation relèvent des chiffres totalement différents. Bien sûr, mesurés en parité du pouvoir d'achat et par élève. La Pologne montre, par exemple, des résultats éducatifs beaucoup mieux que le Luxembourg pour presque 3 fois moins de dépenses. L'Estonie affiche des résultats bien meilleurs que l'Autriche, alors qu'elle dépense 2 fois moins. On sait aujourd'hui qu'à partir d'un certain niveau, l'investissement financier n'est pas le plus important pour améliorer l'éducation des jeunes. Les programmes d'études, la qualité du travail mené en classe sont, par exemple, beaucoup plus importants. On sait aussi que pour réduire les inégalités, ça ne signifie forcément abaisser les critères. L'exemple récent du Portugal, dans une expérience naturelle authentique, au cours des 2 dernières périodes de PISA et de Teams, est très éclairante. Entre 2011 et 2015,
grâce à une grande ambition curriculaire et d'évaluation externe, nos élèves ont dépassé des pays habituellement considérés comme des exemples, comme c'est le cas de Finlande. Je regrette, c'est en portugais, écrit en portugais. Mais vous voyez ici, Finlande. Ça, c'est le Portugal en rouge, bien sûr. Vous voyez que pour un petit pays comme le nôtre, et pour un pays avec une histoire un peu différente, la Finlande, ça c'est remarquable, de passer la Finlande, bien que la Finlande a aussi des problèmes. Dans la période suivante, avec des programmes d'études moins structurés et la suppression de l'évaluation, les élèves ont régressé. Et on voit l'expérience naturelle. Parce que ces élèves ici ont entré à l'école en 2011, ont été évalués en 2015. Et ces élèves ici ont entré en 2015 et sont évalués en 2019. Alors c'est très clair, c'est une expérience très claire. En parallèle, la proportion d'élèves sur les seuils minimaux de compétences a diminué dans la première période et augmenté dans la seconde. On voit ça très clairement ici. Low performance diminue, augmente. Alors ça, c'est l'expérience naturelle. Et cette expérience naturelle, on peut avoir des chiffres semblables en PISA, dit que parmi 2006 2015, je parle de toutes ces périodes parce que c'est une période où il y a eu beaucoup de gouvernements, beaucoup de ministres, différents partis, mais l'idée, c'était toujours, jusqu'à 2015, d'être plus rigoureux, plus ambitieux et d'avoir des évaluations sur les résultats. Alors, à partir, on a changé un peu, et le peu, c'est vérifié après dans les résultats, malheureusement. Alors, je dis que c'est l'exigence du programme d'études et d'évaluation ont surtout aidé les élèves qui avaient le plus de difficultés. Régression aux études internationales qui nous ont fourni aussi des données très conduisant à des conclusions très variées. Par exemple, l'importance des enseignants, l'importance des enseignants, l'importance de la formation initiale des enseignants, l'importance de la qualité des enseignants. Et tout ça, c'est vraiment très démontré par ces enquêtes internationales. Mais il y a aussi des choses curieuses, comme l'analyse des données de PISA par John Jerin et Gemma Moss, qui ont montré ce qu'on appelle l'effet de fiction. Les jeunes qui lisent la littérature développent plus de capacité à comprendre les écrits complexes que ceux qui lisent d'autres types de textes. Et cela contredit l'idée très répandue selon laquelle la lecture quotidienne et appliquée des textes est le plus important, et que la fiction, en tant que réalité lointaine, aurait perdu une grande partie de son utilité par le monde d'aujourd'hui. Vive la fiction, vive la littérature. Les données PISA fournissent une autre conclusion très claire qui contredit bien des affirmations habituelles provenant même des responsables de l'OCDE. Les méthodes d'enseignement dirigées par l'enseignant qui permettent un enseignement explicite, et je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a un texte très important du Conseil sur ce problème. Alors, les méthodes d'enseignement dirigées par l'enseignement qui permettent un enseignement explicite sont supérieures aux méthodes fondées sur la découverte. Et ça, c'est très clair ici. Selon l'enquête PISA 2015, le facteur d'instruction directe est positif et a en effet de 80% sur l'écart type, alors que le facteur d'enseignement par la découverte est négatif et a en effet d'environ 90% de l'écart type. Ça, c'est surprenant. Plus récemment, en analysant l'évolution des connaissances et des compétences des élèves de 59 pays pour lesquels les données PISA sont disponibles de 2000 à 2015, soit 2 millions d'élèves, on observe que les tests simplement internes, les évaluations simplement internes ne révèlent un effet positif que dans les pays à très faible performance scolaire, ce qui est un peu surprenant. Et que les tests externes
ça veut dire les examens ou d'autres tests, permettant de comparer les résultats entre élèves et entre écoles, incitent les systèmes éducatifs à obtenir des meilleurs résultats. Cette conclusion, publiée l'an dernier par une équipe d'économistes de l'éducation de l'Institut international IFO, confirme les travaux antérieurs de Fuchs, Wessman et d'autres chercheurs, mais elle leur apporte une autre dimension. Dans ce cas, les chercheurs tirent parti des séries chronologiques et de la corrélation est obtenue par simple ordonnance temporelle des événements. Examen, résultat, manque d'examen, résultat. Passons donc au deuxième facteur de la présente révolution scientifique, si ce n'est pas un trop grand mot. Les nouvelles méthodes d'évaluation d'impact, dont l'exemple qui vient d'être évoqué est encore une application relativement simple. La lecture des données a connu un développement extraordinaire avec les méthodes d'analyse dites contrefactuelles qui visent à démêler et évaluer au milieu d'une nébuleuse d'interaction les facteurs plus susceptibles d'être la cause en matière d'éducation. On sait aujourd'hui, par exemple, que ce n'est pas une mauvaise idée de retarder l'entrée à l'école aux enfants au seuil de l'âge légal, et c'est l'application d'une méthode économétrique appelée régression sur discontinuité qui nous a appris, c'est un des outils qui nous a apporté, selon les mots du Nobel d'économie Joshua Engrist, une révolution dans la crédibilité de l'économie empirique. Je dirais aussi une révolution dans la crédibilité des études d'éducation. Citons également l'étude de Bill Schmidt et de son équipe à Michigan State, à partir des enquêtes Teams. Ils ont montré l'extrême importance du programme d'études qui doit être ambitieux et cohérent, bien structuré et séquentiel. Ils ont encore dévoilé l'importance des savoirs fondamentaux. Oui, il y a des savoirs fondamentaux, parfois questionnés dans des visions non scientifiques de l'éducation. Le troisième facteur de la révolution scientifique, je crois que nous vivons, est l'émergence des sciences cognitives. La psychologie cognitive n'est apparue qu'à la fin des années 60, bien après Vygotsky et un peu après les travaux principaux de Piaget. Aujourd'hui, la pensée et l'apprentissage ont cessé d'être une boîte noire. Les conseils de mémoire de travail, de mémoire à long terme, de charge cognitive, de récupération de la mémoire comme processus éducatif qui reformule et consolide les connaissances sont des concepts nouveaux et puissants qui révèlent le rôle important de la mémoire et des automatismes. Au cours de notre siècle déjà, des études expérimentales confirmées par de nombreuses observations en classe révèlent ce qu'on appelle l'effet test. Avec les travaux fondamentaux de Rediger, Karpike et d'autres, il devient clair que tester les connaissances des élèves les aide à renforcer ces connaissances. La critique naïve de l'évaluation, qui ne servirait à rien car ce n'est pas avec des tests et des examens que les élèves apprennent, cette critique naïve tombe par terre. Il y a aujourd'hui ici ce qu'on peut appeler en sciences sociales une triangulation. Premièrement, les études d'économie et d'éducation révèlent l'importance des examens et des tests. Deuxièmement, les études de psychologie expérimentale révèlent le rôle pédagogique des tests. Troisièmement, l'observation des systèmes éducatifs révèle que l'évaluation internationale standardisée régule et encourage l'évaluation sommative locale, qui soutient et encourage à son tour l'évaluation formative pratiquée par les enseignants, et pour laquelle l'effet test est le plus efficace dans l'apprentissage. En résumé, la science moderne confirme l'importance de l'évaluation. En parlant des sciences cognitives, je dois être très prudent, car je m'adresse à un public d'experts, parmi eux le professeur Stanislas Dehaene, qui a réalisé plusieurs études révolutionnant notre compréhension du cerveau humain. Ce qui est particulièrement significatif pour moi, c'est que ces études et d'autres ont conduit à une vision qui contraste avec le constructivisme et avec le développementalisme piagétien.
Les neurosciences et la psychologie ont montré, par exemple, que dès les premiers mois de vie, les enfants ont la perception que le monde est fait d'objets. Elles ont également remis en question la vieille idée de Piaget selon laquelle les tout-petits étaient incapables de réaliser la permanence de l'objet. De même pour le célèbre sens du nombre qui s'est révélé finalement comme un inné de la pensée. La science moderne remet aussi ainsi en question les étapes supposées fixes du développement et montre que l'éducation peut progresser beaucoup plus rapidement de ce que l'on pensait auparavant. Ce qu'elle met aussi en évidence, c'est que la principale condition pour apprendre est ce que l'élève sait déjà, d'où l'importance d'enrichir les connaissances, en savoir plus, toujours plus. Pour finir, si vous me demandiez de résumer ce que je retiens des études récentes sur l'éducation, et si vous permettez d'en mettre des éléments fondamentaux que je tiendrai par acquis, par exemple la bonne formation des enseignements, les conditions matérielles et les comportementales en classe, je mentionnerai 3 points. Mais avant ça, je veux dire une autre chose. C'est que si on va à Mozambique, comme je suis allé, et on voit des élèves qui n'ont pas de chaises, il y a beaucoup d'autres questions qui devraient être résolues. Mais je parle pour la France, je parle pour l'Europe en général. Et pour nous, je dirais 3 points. Tout commence par le programme d'études, mais pas par un programme générique. Il nous faut des programmes structurés, basés sur les savoirs, exigeants et ambitieux. Deuxièmement, l'évaluation externe et interne, sommative et formative, est déterminante pour la connaître de l'état du système et pour agir en conséquence. Plus que cela, c'est un facteur qui stimule la progression des élèves. Troisièmement, il n'y a pas de dichotomie entre, d'une part, la demande et l'évaluation, et d'autre part, l'accompagnement des jeunes en difficulté et des jeunes issus de milieux défavorisés. La supposée contradiction peut être surmontée grâce à un soutien particulier aux élèves qui en ont plus besoin, sans adoucir les attentes et les critères de réussite pour tous. Merci beaucoup.